Martine Fonrex, bonjour. Bonjour. Ravi de te revoir après quelques années, ça fait longtemps, hein? Bah Après la oui, chanson, tout ça, ça la va petite faire carrière de 5 ans chanteuse, ça va, parce le temps passe que vite, ça hein? fait 4 ans et demi depuis que j'ai quitté l'île Maurice. Donc oui, pratiquement 5 ans parce qu'on s'était vu un peu avant mon départ, Oui, ça veut dire quelques mois avant le quelques départ, mois avant mon quelques départ. mois avant que tu partes. Alors, comment c'est pas, comment s'est passée cette partie française? Parce que là, je t'ai vu ici, là-bas, tu étais animatrice, tu étais sur une radio, tu faisais du tourisme, tu étais en train de te chercher en fin de compte. En fait, ça a été une suite un peu logique. À l'île Maurice, disons que ça va faire 24 ans que je suis dans l'audiovisuel. Donc, j'ai commencé ma carrière depuis très très jeune à la MBC en tant que la Miss Météo. Ça a évolué. J'ai continué à évoluer dans tout ce qui est médias, la communication des médias, le marketing des médias, présentation, animation, réalisation aussi. Donc, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est audiovisuel et à un moment donné, je pense que j'étais un petit peu saturée à rester dans le même cocon tout le temps. Et comme moi, je suis très curieuse et très ambitieuse aussi, donc ça a fait que je ne pouvais pas rester à piétiner dans la même chose pendant plus de 20 ans. Mais j'avais l'impression qu'on se parlait, que tu étais à fond dedans. Ah oui, Enfin, dans le tourisme, euh, je pensais que tu étais à fond. Dans la radio, j'ai dit, voilà, elle a trouvé son moment, elle est casée. parce que je suis une passionnée. Quand je commence quelque chose, il faut qu'il y ait cette passion, il faut que ça brûle à l'intérieur. Bon, après, j'ai vite fait le tour. Et donc, la passion un peu diminue. Ou sinon, comme j'ai pu atteindre mes objectifs, après, je me dis, bon, là, il faut un nouveau challenge, il faut quelque chose de plus stimulant. Et arrivée en France, voilà, j'ai intégré la radio J, une radio juive, et qui m'a permis, voilà, d'être chroniqueuse pour le tourisme. Et c'était l'occasion pour moi, bah, bien sûr, de parler de l'île Maurice, de parler de mon île, d'être connectée avec bah, l'île Maurice, même si j'étais loin. Mais bah, ce côté cœur de l'île Maurice, ça disparaît pas. Après, comme on dit tout le temps, et quand nous loin de nos pays, qui nous plie patriotes, en fait, ah ben, c'était un peu ça. Et que là où j'avais l'occasion de parler de mon île, du tourisme de l'île Maurice, ben voilà, c'est comme ça. Est-ce que sur cette radio-là, est-ce que c'était facile de vendre le produit, le label, le L'île produit mauricien? Maurice. Parce que eux, ils sont cachés, nous, on n'est pas trop dedans. On a un style de vie mélangé. Ben, moi, je suis une bonne vendeuse. Donc, je savais comment faire pour vendre l'île Maurice. Parce que déjà, oui, il y a la partie cachère, il y a toute la culture juive qui est un peu différente. Et à Maurice, on n'a pas Pas peu de vraiment présents parce qu'il n'y a pas très, de très peu. synagogue, il n'y a pas, Il y en a dans ou le nord. dehors. J'ai fait un petit peu mes recherches. J'ai su qu'il y avait une synagogue dans le nord. Et puis, il y avait des groupes hôteliers qui proposaient la nourriture cachère, etc. Donc, c'était un peu pour moi une découverte aussi parce que j'ai découvert cette culture juive que je connaissais pas du tout en quittant l'île Maurice. Et là-bas, ben, j'ai appris parce que j'étais aussi dans la partie vente commerciale à la régie de la radio et comprendre la culture, la beauté de cette culture. Donc, tu as fait Shabbat aussi. Tu as compris un peu tout ce Et concept oui, que peu de Mauriciens connaissent, à moins oui, qu'ils sont partis et ils ont une connexion juive dans la exactement, famille. exactement. Je suis pas une pro, mais je connais les bases, quoi. Quand Mm. il y a des fêtes, les vendredis, les Bar samedis, mitzvah et tout ça. voilà. Et par exemple, les samedis, on ne vendait pas de pub parce que les samedis, c'est interdit. Mm. Mais on reprenait les dimanches, par exemple. Vendredi après-midi, bah, moi, je n'écrivais pas à mon boss, je lui envoyais pas de message pour lui demander quoi que ce soit les vendredis après-midi parce que là, c'est sacré pour eux. Donc, pour eux, c'était, et pour toi aussi, c'était une déconnexion pendant combien? 28, 29 heures pendant? Bah oui, oui. Mais après, tout est calé par rapport à eux, parce qu'ils ont souvent des rituels, ils ont souvent des fêtes, ils ont des jeûnes aussi. Donc tout est, c'est pas juste ces 28 heures de couper, mais il y a aussi autre chose, parce que c'est très complexe aussi. Alors, dans tout ce que tu as fait, Martine, où tu as eu le temps pour faire ce nombreux certificats que je vois? Donc, tu sortais de la radio, tu étais
En En fait, TGV, je veux dire en TGV, en pour aller métro, apprendre, pour apprendre euh, tout ça. oui. En fait, comment ça a commencé, c'est effectivement pendant mon parcours à Radio J que voilà, justement, je rencontre, j'ai mon directeur, qu'on discute parce qu'avec lui, on discutait beaucoup. Et là, je lui disais, mais aujourd'hui, je ne me sens pas épanouie. En fait, dans ce que je fais. Oui, je suis passionnée par ce que je fais, j'adore l'audiovisuel parce que j'ai étudié la communication et tout, mais ça reste quelque chose qui ne me le côté adrénaline, le côté oxygène de tous les jours, c'est pas ça. Donc, comme en France, on a aussi cette opportunité de découvrir, de se découvrir déjà. Et là, je vais chez Pôle Emploi, qui est aujourd'hui France Travail, et que je fais un test d'aptitude. Et là, on m'oriente vers quelque chose de très différent. Et là, comme à l'époque, j'étais très open à n'importe quoi, parce que moi, j'avais besoin de cette adrénaline qui va me pousser pour me dire, OK, fais quelque chose qui ait du sens. Fais quelque chose où tu te sens vivante, que tu te sens utile. Voilà, parce que à l'époque où je faisais de la télé, je faisais de la radio, je me sentais utile parce que j'arrivais à aider les gens, j'arrivais à faire une différence, j'arrivais à mettre en lumière des gens. Or, là, aujourd'hui, j'ai l'impression de stagner, de ne rien Donc, faire. tu voulais être haut du cadre parce que un bulletin météo, c'est cadré. Ah ouais, bah, après 2 ans, Faire du 3 ans, tourisme, c'est cadré. c'est On ne veut pas structuré. sauter, c'est structuré. Donc, Voilà. tu voulais être un petit peu plus, un peu free zone, un plus de free zone. J'avais envie de découvrir le monde, en fait. Arrivé en France, les possibilités étaient infinies. Et là, je me suis dit, allez, let's be open-minded et allons voir qu'est-ce que ça peut donner, ce test d'aptitude. Et là, on m'a dirigée vers la psychologie parce qu'apparemment, j'ai une bonne écoute, je suis très empathique, etc. Bon, ça a été des traits de caractère qui sont ressortis en premier. Et je me suis dit, ben, why not? Et là, je me suis dit, bah, moi, je ne ferai pas de longues études de 5 ans, ça c'est hors de question. Et là, je me suis dit, avec l'hypnothérapie de 2 ans, Là, tu choisis d'être membre de l'association d'hypnose francophone. Donc, tu as le monde français dans ta main. C'est un choix aussi. C'est un choix. c'était voulu parce que moi, je voulais quelque chose qui puisse faire la différence. Je ne voulais pas faire un petit cours en ligne. J'aurais pu en 4 mois, en 5 mois, c'était fait. Mais je voulais avoir la reconnaissance. Une reconnaissance et qui soit légitime aussi. Parce que souvent, quand on change, on fait une reconversion professionnelle, on a l'impression, on a le syndrome de l'imposteur. Donc, je me suis dit, ah, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que, trop de est-ce que. Et là, je me suis dit, OK, pour arrêter les est-ce que je pourrais, est-ce que c'est ça. Et là, je me dis, OK, on prend quelque chose qui soit reconnu internationalement et qui est reconnu principalement en France parce que on touche toute la francophonie. Donc là, tu es devenue praticienne supérieure en hypnose clinique thérapeutique. Thérapeutique. Le but est atteint. Il y a encore, je sais pas, un PhD. Moi, je sais pas. Si. Il y a encore plus, ça? Oui, il y a le master's. Donc, je compte faire le master's peut-être l'année prochaine. Bon, ben, si mon mari regarde, il va me dire encore quoi apprendre là. Parce que depuis que je suis en France, j'ai pas Tu n'as arrêté. fait que ça. J'ai fait plein de formations. J'ai même fait le marketing digital. Je suis passée par le e-commerce, par le copywriting. Et finalement, La voix. j'ai trouvé ma C'est une voie. question d'argent. Peut-être la question est indiscrète. Est-ce que c'est le tournant de la vie? C'est la Parce que crise de la la quarantaine. je ne voulais pas dire cela, mais est-ce que c'est ta crise de la Je pense. quarantaine? C'est Je le pense moment de dire, bon, bye bye tout le monde, je vais être mon boss. Moi aussi, je suis passé à par là. À 40 ans, en fait, c'est vrai, j'ai fait une vraie crise de la quarantaine où pour moi, le monde s'était effondré parce que je me suis dit, ah, t'as eu 40 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et pour moi, la carrière audiovisuelle, je pense qu'elle était un peu saturée. Ça faisait plus de 25 ans que je suis dans ce métier. Et ce côté adrénaline que j'avais au départ, A fait place à l'habitude. l'habitude, c'était un peu trop facile en fait. La facilité, par exemple, quand je vais monter sur un podium, je vais commencer à expliquer, à parler, à présenter quelque chose. Pour moi, c'est devenu comme un petit gadget et ça ne me stimule plus. Donc là, aujourd'hui, avec l'hypnose clinique thérapeutique, c'est différent parce que je vois l'évolution des gens, je vois la souffrance
en début de séance. Et c'est pas que je suis magicienne, c'est pas que je suis quoi que ce soit, mais je vois la différence que ça peut faire. Tu as mis le bon mot magicienne. Parce que tu as des spectacles, hein, ça passe à la Oui. télévision, il y a quelqu'un qui est venu, Antoine, il est venu à Maurice, il y a un peu, donc tout ça. Mais on connaît plus l'hypnose par le côté show, Le spectacle. performance, que, que toi tu fais. Quelle est la différence? Alors déjà, Tu vas pas me faire parler en canard, tu vas pas me faire. jamais. J'aurais aimé savoir faire ça, mais non. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Mais moi, c'est plus clinique thérapeutique. C'est ça la différence entre l'hypnose. Il y a l'hypnose des pendules, donc les gens qui font avec des pendules. Souvent, sur Facebook, tout ça, je reçois des demandes. Est-ce que vous faites ça? Non, moi, je ne fais pas ça. Pour moi, c'est clinique thérapeutique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise la cognition comportementale de l'être humain et la neuroscience. Bon, explique un peu pour Allez, ceux qui ne sont pas dans le giron décortiquer. de l'hypnose. Allez, Ok. soyons clairs. D'abord, c'est l'hypnose clinique thérapeutique, c'est quoi? C'est mettre une personne en condition de relaxation. C'est exactement, par exemple, quand il y a des fois on conduit, on est tellement concentré dans la conduite et on oublie à un moment donné on était où et on revient soudainement. Ben, cet état, c'est ça, l'état d'hypnose. Mais ça arrive beaucoup à Maurice, Oui. on se demande, Je suis je où? pars là-bas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est un état de concentration. Par exemple, quand on lit un livre, moi souvent ça m'arrive, je lis un livre, je suis absorbée dans mon livre, le monde peut éclater autour de moi et j'ai rien entendu, j'étais focalisée sur mon livre. Donc c'est dans cet état-là que je mets la personne pour qu'elle puisse être focalisée, pour que son cerveau puisse être réceptif à un apprentissage nouveau. Ça veut dire désapprendre quelque chose et réapprendre le nouvel Donc, apprentissage. ça veut dire, on parlait de vidéo, mais une nouvelle couche, quoi. C'est une couche de peinture qu'on met, c'est un nouveau layer. C'est pas du tout un layer, au contraire. On vide, On vide, on nettoie on nettoie, déjà. d'accord? Par exemple, je prends un exemple, les médicaments vont traiter le corps. Et moi, je vais traiter plus les émotions, les sentiments. Par exemple, quelqu'un qui a un trauma. Les médicaments vont aider la personne pour gérer, par exemple, ses crises, pour gérer son sommeil, etc. Mais le trauma, c'est passé. Comment on le guérit? Les médicaments ne peuvent pas guérir les émotions. Donc, à travers la thérapie, on peut guérir Mais les émotions. quelqu'un qui prend du Xanax, Oui. tous ces produits Les qui sont anxiolytiques. oui. Est-ce qu'ils peuvent faire ça en même temps qu'une séance Exactement. une séance avec toi? C'est exactement ça. En fait, moi, je travaille en collaboration avec des psychiatres, des psychologues, parce que souvent, il y a la partie pharmacopée qui est très bien, que le médecin prescrit les médicaments. D'ailleurs, moi, je travaille là, j'ai pas mal de patients comme ça, que voilà, ils vont voir leur psychiatre et qui donne les médicaments. Et en fonction des médicaments, du dosage, etc., moi, je fais la partie thérapeutique. Qu'est-ce que ça soigne, hein? Et avant de rentrer dans les pathologies, qu'est-ce que ça Ok. soigne? Ça soigne la personne, Le stress, le stress, l'anxiété, le les moi phobies, intérieur, la confiance en sur soi. soi. J'allais, Voilà. Et en ce moment, à Maurice, ce que je vois, c'est très, très, très commun. La perte du self-esteem. Et ça, c'est un peu la clé de beaucoup de choses. La perte du self-esteem parce que ça crée des blocages, ça empêche les gens d'avancer dans leur vie, ça empêche les gens d'avoir confiance en eux-mêmes, de savoir qu'ils peuvent faire un travail. Par exemple, dans la vie professionnelle, ça bloque dans la vie professionnelle, ça bloque dans la vie personnelle. Souvent, on voit les divorces, les cassures familiales, etc. C'est souvent lié à ce self-esteem. mais ça commence où? Ça commence à la maison, les parents, parce que quand je regarde un peu, on n'est pas sur les mêmes personnes, mais les cas doivent être similaires. Papa, maman, tu n'es pas capable de faire ça, tu peux pas droit de faire ça, tu peux pas bien faire ça, tu ne suffit pas faire ça. Ou c'est le mari. Donc, on connaît beaucoup de garçons, de fiancés qui cassent les filles. Et est-ce que ça vient là-dessus? Ça Il vient un peu faut là-dessus. pas trop culpabiliser les gens. Moi, je suis pas trop dans cette optique de dire avoir un scapegoat. C'est à cause de celui-là, à cause de ça. Non, moi, je pense plus que c'est un travail à faire sur soi d'abord, parce que pour que cette personne
a pu te casser, c'est que tu lui as donné aussi l'occasion de le faire. Donc moi, je suis plus dans la reconstruction de l'être humain, de la personne, avant de dire, ben c'était à cause de lui, c'était à cause de ma maman, à cause de mon papa, à cause de mon conjoint. Non, on va aller, on va plus loin dans cette reconstruction où on va se dire, à quel moment est-ce que j'ai donné le pouvoir à quelqu'un d'autre de m'atteindre? Mais c'est pas le travail du psychiatre, en fin de compte, quand elle va aller ou le psychologue ou... C'est pas Au final, on se rejoint tous parce qu'on veut tous le bien-être du patient. Le bien-être, ça vient de son mental, ça passe par le physique aussi. Donc, moi, je vais pas dire que on va substituer qui que ce soit. Chacun a ses spécialités. Mais ça Chacun, overlap à un mais certain on moment. travaille en collaboration. Moi, je travaille en collaboration avec eux parce que, par exemple, un psychiatre qui ne peut pas rentrer dans les émotions, il ne peut pas, par exemple, s'il y a eu un viol, il y a eu un abus, par exemple, il peut traiter avec des médicaments, mais moi, en thérapie, je vais plus loin. Je vais reconstruire la personne. Je vais expliquer à son cerveau que c'était un trauma et qu'aujourd'hui, they can let go. Bon, je vais poser la question, quelle pathologie que c'est? Tu viens de parler de viol, de sentiments, de Tout ce qui est rupture amoureuse. émotionnel, tout ce qui est émotionnel, par exemple, alors on va parler de rupture, plus de deuil. Oui, ça c'est Le deuil est quelque chose mal vécu. très mal vécu. En fait, c'est le cerveau qui a mal perçu l'expérience, ou peut-être pas exactement mal perçu, mais n'arrive pas à digérer, n'arrive pas à accepter. Et c'est à travers la thérapie, on accompagne les gens pour pouvoir accepter, accompagner ces gens à faire le deuil déjà. Après, il y a des ruptures amoureuses aussi, qui est un peu comme ça. Et on ne fait pas de désensibilisation de la personne, on fait une désensibilisation de la situation. Donc, afin que la personne puisse mieux accepter et se reconstruire déjà. Parce que moi, mon but, c'est toujours de mettre la personne en avant, en premier. Mais c'est aussi une question d'être coupable. Culpabilisation, du divorce, du deuil. Parfois quand j'écoute des proches ou des amis, donner, moi qui en tout, c'est motilant, c'est pas que ça. Tout le temps, on entend ça. C'est ça le but de la thérapie. Même pour des femmes qui sont divorcées, ben, elles ne veulent pas se remettre en couple pour la simple raison que n'ont pas envie de souffrir. La thérapie, elle est faite pour ça. La thérapie, elle est faite pour, entre guillemets, reprogrammer l'esprit, reprogrammer le cerveau, pour faire comprendre au cerveau que c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience que toutes les expériences après seront mauvaises. Donc ça, c'est la thérapie qu'on fait en hypnothérapie clinique. Mais est-ce que dans tes études, tu as trouvé des raisons pourquoi on reste bloqué? Oui. Pourquoi on ne veut pas, j'aime pas le mot refaire sa vie, mais pourquoi on veut pas emprunter un autre chemin, d'avoir un autre partenaire? Parce qu'il y a toute la globalité, toute la sphère familiale, environnementale, religieuse, socioculturelle, je vais mettre tout ensemble. Allez, on va aller un petit peu plus dans la partie technique de la chose. En fait, notre cerveau, on a notre mémoire à long terme et on a notre mémoire à court terme. Donc, quand on fait une expérience, on a vécu quelque chose comme là, toi et moi, on discute, ça va rentrer dans notre mémoire à court terme. Après, le cerveau, il fait le tri. Qu'est-ce qu'il veut garder, qu'est-ce qu'il ne veut pas garder. Maintenant, quand il a gardé, il a peut-être mal gardé, mal interprété, parce que ça fait mal. Quand ça fait mal, tout de suite, c'est l'alarme du danger qui se déclenche dans notre corps. Donc, ça explique pourquoi, quand on a eu tellement mal lors d'un premier mariage, par exemple, ben, on n'a plus envie de revivre ça parce qu'il y a eu des mots qui sont dits, qui sont restés dans notre tête. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand il entend, il le ressent au plus profond, c'est que c'est vrai. Et c'est ça que souvent, on a mal appris les choses. Et en thérapie, moi, je viens désapprendre ce côté mauvais apprentissage et réapprendre un nouveau apprentissage. On sait que la mémoire, elle est chimique. Oui. Donc, comment tu vas casser cette chimie? Comment on casse cette chimie-là? Parce qu'elle est là, elle va revenir. Bon, je me suis fait arranger, c'est comme si une voiture, tu tapais avec ta voiture, tu sais où est la bosse. Mais tu la regardes tout le temps, tu dis regarde, oui. mais tu risques la prochaine fois que notre voiture tape dans la même place. Mais là, en thérapie, moi, je donne des outils pour pouvoir s'armer pour que la prochaine fois, quand ça tape,
On fait comment? On ne s'effondre pas. Par exemple, on reprend le poil de la bête. On a des outils maintenant. Le cerveau aussi a réappris certaines choses qu'on a mal appris au départ. Donc, c'est tout un encadrement de la psychologie et aussi de ses émotions à l'intérieur. Donc, tu fais mettre des barrières. Donc, si c'est un homme, si c'est une femme, et si tu fais Des trucs une barrière, constructifs. oui, non, tu construis des barrières, donc il ne faut pas aller se jeter dans le bois comme si c'est le nouveau. C'est très tailor-made, c'est en fonction de la personne. Par exemple, la barrière que toi, qui te fera du bien, n'est peut-être pas la bonne barrière pour le voisin. Par exemple, quelqu'un d'autre qui a du mal avec, je sais pas, un parfum. Mais toi, ça marche très très bien avec toi. Donc, tout est vraiment tailor-made par rapport à l'identité même de la personne. Le sens olfactif aussi, Oui, il c'est y a ça. beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de mémoires. Et je peux te dire, parfois, tu sens le parfum, tu dis ça à une personne du passé, ça peut Exactement. faire mal en quelques secondes. Mais ces quelques secondes-là, c'est dangereux. Tu peux perdre la boule pendant microsecondes, millisecondes, je ne sais pas combien. Ça aussi, ça compte dedans. Exactement. Dans ma thérapie, j'utilise énormément des huiles essentielles. D'ailleurs, je viens tout juste d'avoir mon diplôme d'aromathérapie. Ah, encore un. Pas... Oui, ça, je viens de l'avoir la semaine dernière. Ah, c'est bien. Donc, je fais aussi de l'aromathérapie avec les séances. Je mélange un peu tout ce qui est bougies et huiles essentielles. D'ailleurs, voilà, tu as un petit sample qui est là. Que je fais. Donc, il y a pour l'insomnie, tu as... C'est quoi ça va être? Rex, T-Rex, non? Non, c'est toujours de M-Rex, thérapiste. M-Rex, non, au moins M-Rex. Donc là, tu peux sentir si tu veux. Après, voilà, là, ça c'est pour l'insomnie et je fais des tests. Et en thérapie, les gens, par exemple, qui n'arrivent pas à dormir, je le mets, ils s'habituent à cette Tu senteur, crées l'ambiance, je quoi. crée l'ambiance et que après, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent recréer ça et dormir tranquillement. Donc, il faut une préparation. Bien sûr. Mais comment, avant de franchir la porte, de venir ici, est-ce qu'il faut se préparer? On ne va pas venir ici, on va voir un médecin, on dit, voilà, j'ai mal à la tête, donnez-moi 2 Panadol, et tu parles. Là, est-ce qu'il faut se préparer? Parce que la personne aura peur. Définitivement. L'hypnose, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais dévoiler? Comment va se passer cette première séance? Alors, la première séance, comment elle se Comment ça se passe? passe? Allez, d'abord, il y a déjà ce côté de prise de rendez-vous. Quand la personne, généralement, ils m'appellent tous. Donc, on discute pendant une bonne quinzaine, vingtaine de minutes pour que je puisse les rassurer. C'est quoi l'hypnose? Déjà, l'hypnose, je rentre pas dans la tête des gens. Je ne peux pas déchiffrer des secrets. Je ne sais pas faire ça. Et donc, j'explique. Après, il y a un SMS qui part avec tout, avec les instructions, la localisation, etc. Comment se préparer avant de venir. La préparation, elle est plus mentale qu'autre chose. Donc, se préparer, de se dire, je vais passer un très bon moment. Je vais me détendre. En fait, c'est une thérapie qui est axée sur la détente. Donc, on vient ici et après, je prends, pour la première session, il y a au moins une 15 à 20 minutes d'évaluation où on discute. Là, et c'est de fouiller, de comprendre et d'évaluer le trouble ou le problème que la personne fait face. Et par la suite, moi, à ce moment, je prépare ma séance en fonction des troubles de la personne. Donc, après là, on le met, généralement, je pensais que c'était assez chill. Tu mets la personne en position horizontale, Horizontale, allongée. la Alors, qu'est-ce qui se musique, passe Ah, il y a aussi de la de la musique. musique et l'aromathérapie en même temps. Donc, pendant la séance, je mets les arômes qu'ils ont choisis, qui lui font du bien déjà, la musique, et après, ils sont guidés par ma voix. Donc, A1, A2, A3, comme. Non, 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 parce ça que se fait pas comme ça. ça. Non, c'est juste que, par exemple, en début de séance, je dis, bah, vous respirez. Vous respirez, puis vous vous détendez. Quand vous vous détendez, c'est toute la tension qui sort. Et après, j'ai l'oxymètre. Donc, je suis obligée de mettre l'oxymètre. Je vérifie le pouls, je vérifie l'oxygène dans le sang. Donc, tout est fait en fonction. Je regarde mon oxymètre. Si ça monte, si ça descend. C'est très scientifique. Donc, est-ce que cette personne-là doit apporter un certificat médical?
Si Si elle a fait un bilan sanguin il y a quelque temps, qu'elle a une copie avec elle, sanguin, ça pas peut se faire. forcément. Hein? Sanguin, pas forcément, mais bien souvent, c'est des bilans psychiatriques qui me ramènent et pour que je puisse voir c'est quoi les médicaments qu'ils prennent en ce moment. Avant la séance, s'ils ont pris un médicament trop fort, je ne peux pas faire de séance. Il faudra attendre, prendre un autre rendez-vous. Et puis, et après, bien souvent, de comprendre les pathologies, de quoi ils souffrent, etc. Et là, en fonction, moi, je travaille ma stratégie. Est-ce que c'est dangereux? Non, pas du tout. En fait, il y a pas de danger physique. Personne ne va mourir sur mon couch, ça, c'est sûr. Pas René? Personne ne va partir ailleurs et ne reviendra pas d'ici. Donc, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, voilà, comme il y a l'oxymètre. Par exemple, si on travaille sur une phobie, par exemple, la personne a une phobie d'araignée, je vais l'exposer à l'araignée. Si le cœur s'emballe trop, ben j'arrête, je diminue. Donc là, on arrête, je calme la personne et après, s'il faut reprendre, on reprend. Donc en termes de danger, c'est tout ce qu'il y a comme gros danger. C'est juste qu'à un moment donné, le cœur peut battre un peu plus vite que d'habitude, mais ça, après, je le redescends. Donc, avec l'oxymètre, tu as la possibilité de voir le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, et tout est contrôlé. Tout est contrôlé pendant toute la session. Je note pour savoir quel élément voilà, qui lui fait du mal, quel élément qui lui fait du bien. Et puis souvent, pendant la séance, il y a des gens que la mémoire ressurgit, qu'ils revoient des choses, etc. Et moi, j'ai déjà vu sur l'oxymètre qu'il y a un truc qui s'affole. Donc déjà, il faut le diminuer. Voilà. Donc, si elle va trop, tu l'arrêtes. Donc, il y a pas de danger. Pour répondre à la question, le danger, il y a quasiment aucun danger parce que c'est mettre quelqu'un dans un état de relaxation où il se sent bien, où le cerveau arrive à comprendre ce qui se passe. C'est fait à base de, tu poses des questions ciblées pour savoir, ou bien Pendant l'évaluation, on pose toutes les questions et pendant la séance, personne ne parle, que moi qui parle et la personne écoute. Elle ne répond pas. Donc, c'est une thérapie tranquille. Une thérapie de l'écoute, quoi. De l'attention, de l'écoute. Mais de la concentration aussi. De la concentration, surtout de la concentration. Mais est-ce qu'on peut rester bloqué, ta passion peut rester bloquée sur quelque chose, elle voulait dire quelque chose, mais tu l'as bloquée, elle est bloquée. Bah, après la séance, on a aussi cette partie de débrief. Feedback. Un feedback, on fait un petit débrief. Elle va me dire là, je me suis sentie un peu mal. Là, j'ai pas pu voir ce que tu me disais. Là, par contre, j'ai été libérée, etc. Donc, moi, je note tout pour que la prochaine séance, on puisse retravailler sur ces éléments-là. Quel est l'élément de confidentialité? Oui. Là, tu vois, tout ça, étant donné, moi, je pensais que tu parlais, bon. Non, mais quand tu as des éléments dans ta préparation de la séance, post-séance, l'élément de confidentialité, est-ce que c'est important? Extrêmement important. D'ailleurs, par exemple, si j'ai un conjoint qui vient me voir et après, il y a l'autre conjoint qui voudrait venir me parler de quelque chose, je n'ai pas le droit de divulguer quoi que ce soit de ce qui a été dit entre nous, sauf avec la permission de la personne. Mais sinon, même pendant cet entretien à trois, je demande tout le temps, est-ce que tu es d'accord que je parle de tes troubles? Est-ce que tu es d'accord que je discute de tes symptômes? Donc c'est toujours... Mais parfois, il y a ce phénomène, Martine, de négation. Pas moi, ça, mais ça sort. Est-ce que dans ce dialogue à trois-là, il y a quelqu'un qui va accepter au moins des phobies, des traumas, des émotions négatives? C'est ça que je fais en thérapie quand il y a une minimisation ou une maximisation du trouble. Donc, c'est ce que je travaille aussi en thérapie pour que la personne puisse prendre conscience elle-même, déjà, que l'autre ne comprenne pas si c'est une maximisation, une minimisation. Comme je dis tout le temps à mes patients, je veux dire, ce que vous pensez, c'est pas important. Ce que mon patient pense qui est le plus important, c'est sa perception de la chose qui importe. On a parlé de décès, de phobie, divorce, d'angoisse, de deuil.
accepter ou de deuil des parents, c'est plus difficile. Deuil d'un Oui. conjoint, c'est encore plus difficile. Ma Et question d'un est-ce que, enfant, hein? deuil d'un De- enfant oui, aussi. c'est encore, Ça, c'est c'est... la pire des choses pour un Voilà, parent. exactement. Parce que on est supposé les enfants enterrer les parents, c'est pas les parents qui enterrent les Voilà. enfants. Ça, c'est un dogme que tout le monde sait. Est-ce que le Mauricien, il était angoissé? Je vais dire quelque Réponse oui, chose. très. Pas pour blesser qui que ce soit ou offenser qui que ce soit, mais à Maurice, après 4 ans et demi, mon retour à l'île Maurice, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a motivée de rentrer au pays. C'est parce que quand j'ai vu le nombre de personnes angoissées, le nombre de personnes avec des troubles, enfin, je ne dis pas qu'en France, c'est pas pareil, en France aussi, mais c'est tellement un grand pays qu'on n'a pas, on ne ressent pas autant. Mais ici, comme c'est un très petit pays et le nombre de gens qui sont venus me voir depuis le début, depuis l'ouverture de mon cabinet, c'est Effarant? inquiétant. C'est inquiétant parce que ben, je peux te dire, j'ai des patients tous les jours, tous les jours. Et là, je repars dans pas longtemps et j'ai déjà des bookings pour mon Le retour. retour. Donc, je pense que oui, les Mauriciens, ils ont besoin. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément des troubles, mais qui ont besoin de parler. J'ai plusieurs patients comme ça qui sont venus, pas parce qu'ils ont besoin de guérir d'un trouble, mais ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin de cette empathie, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un d'objectif et neutre qui les écoute. Ils sont disposés à payer pour avoir une écoute, avoir quelqu'un qui ne les juge pas. Parce que moi, dans l'écoute, j'aiguille les gens. Je ne donne pas de réponse, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais je t'aiguille, je te dis, écoute, là, pose-toi cette question. S'il y a ça, tu fais quoi? Option A, option B. Donc ça permet de, comme je dis, on remet de l'ordre dans la tête. Il y a certaines personnalités, ils vont venir voir un psychiatre, psychologue ou bien toi-même pour prendre une décision. Est-ce que tu l'aides Souvent. à faire ça? Ils savent qu'ils vont prendre une décision, mais Mhm, ils savent pas balancer le pour, le contre, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à Maurice, mhm. hein. On est dans une situation assez particulière à Maurice. Donc, tu peux aider cette personne à travers l'hypnose thérapeutique à prendre cette décision-là. Je travaille déjà par rapport à sa confiance en lui-même, de se faire confiance, de pouvoir prendre des bonnes décisions. Ça, c'est déjà la chose, la première chose. Deuxième, quand on vient me voir pour prendre une décision, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Moi, je peux juste mettre de l'ordre dans la tête, poser des questions, classer des idées, et dire cette idée-là, ça c'est dans tiroir numéro 1. Sa deuxième idée-là, c'est dans tiroir Ouais, numéro numéro 2. 2 et tiroir numéro 3. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as envie de prendre tout ce qu'il y a dans le tiroir numéro 2, le merge avec tiroir numéro 1 ou pas? Ou sinon, tu brilles tout. Mais ce n'est pas moi qui vais te donner l'astuce ou comment le faire. Je te dis, cette possibilité existe, celle-là existe et celle-là. Est-ce que, je ne vais pas dire si tu arrives, mais la psychologie d'une femme battue. Oui. Excuse-moi pour la question. Com- Comment as-tu réussi de la calmer? Elle est dans une situation compliquée, émotionnellement, physiquement. Comment Alors, l'hypnose va venir aider cette personne-là? Elle a envie de se barrer de la maison, ne plus voir ce type-là, mais pour des raisons économiques, elle doit rester. Alors déjà, mon background, avant de quitter Maurice, j'étais l'ambassadrice de Passerelle. Oui, Donc, cette cause de la femme victime de violences non, c'est domestiques, elle est restée toujours dans mon cœur. Et d'ailleurs, pendant mes études, je me suis un peu spécialisée dans ce côté femme traumatisée, femme battue, femme victime de violences domestiques, parce qu'il y a tout un cheminement et tout un accompagnement. Déjà, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, on ne désensibilise pas les gens de quelqu'un d'autre, mais on la désensibilise de la situation. Donc la femme qui a été victime d'abus, victime de violences sexuelles aussi, ça englobe un peu tout ça. Et il y a toute une reconstruction de la personne déjà. Parce que cette personne qui a été battue, qui a été abusée, parce qu'elle n'est pas juste abusée physiquement. La partie physique, elle est tangible.
la partie émotionnelle, la partie psychique, elle est invisible et ça, c'est le plus gros dégât qu'on peut faire à une personne. Et là, l'hypnothérapie clinique, l'hypnose clinique thérapeutique plutôt, accompagne ces gens, mais de manière très scientifique, à ce que cette personne puisse se reconstruire. Quand elle va revoir son bourreau, qu'elle ne va pas trembler comme une feuille et qu'elle ne va pas tomber dans les pommes déjà, et qu'elle arrive à gérer. On lui donne des outils pour pouvoir gérer ses émotions, ses palpitations, parce qu'il y a plein de symptômes qui englobent c'est pas une pathologie, c'est un trauma. On va appeler. On sait que la violence, elle est descendue, elle est avec les étudiants, les étudiantes, même dans les écoles, les cas de bullying. Les cas de bullying aussi, tu peux, pas à travers l'hypnose, dans les deux sens, je veux dire la personne qui subit et celui qui le fait. Celui qui le fait, c'est très très rarement qu'il va venir en cabinet, parce que pour lui, il a sa dose de bien-être, d'adrénaline en le faisant. Et pour lui, ce n'est pas un problème. C'est plus la personne qui has been bullied qui viendra en cabinet parce qu'il souffre. Et ça, bien souvent, c'est ce qu'on ne voit pas, la partie non tangible, c'est le côté du self-esteem que cette personne a détruite avec the bullied one. Tu vois? Donc, c'est ce côté self-esteem qu'on reprend, qu'on réapprend. Par exemple, un enfant, je donne l'exemple, un enfant qui a été bullied par rapport à son poids, par rapport à son physique, par rapport à sa couleur de peau, etc. Cette personne finit par croire qu'il a un problème avec, par exemple, ses cheveux. C'est un problème pour lui, sa couleur de peau. En grandissant, cette personne devient adepte de la chirurgie esthétique, par exemple, parce qu'il veut tout changer et il ne peut plus voir ce côté qu'il a été bullied. Et là, c'est toute la reconstruction de l'être humain. Donc, quelqu'un qui se fait bullier aujourd'hui dans l'école, ça peut sortir combien de temps après? Il vit toute sa vie avec ça. Et toute sa vie, moi, j'ai des gens là à 35 ans, après 35 ans, qui se font aider parce que quand on a fouillé, on n'a pas compris c'était quoi les symptômes, pourquoi il était comme ça, pourquoi ce côté, il faisait une fixation. Il y a des gens qui ont même des tocs suite à ça et qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont fait des tocs. Mais qu'on a fouillé, bon, bien sûr, c'est quelque chose que seuls les professionnels peuvent faire un diagnostic, une évaluation et voir que au final, ça remonte à l'enfance. Donc, tout commence à l'enfance? Oh non, pas ça tout. Dépend, ça dépend. Il y a dépend. Des gens qui ont vécu une enfance tranquille, correcte, absolument rien. Et ça a commencé à l'âge de l'adolescence, par exemple, au collège. Et puis, il y a des gens il y a un élément, un trigger qui a fait à l'âge de 25 ans et ça a commencé. Donc, il y a pas... Qu'est-ce qui peut arriver à 25 ans? Pas de travail? Oui, la perte du boulot, par exemple, peut être mal perçue par le cerveau. Un licenciement drastique ou qui choque, par exemple, c'est s'il y a un licenciement, je dis n'importe quoi, ils veulent régresser. C'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'il travaille pas bien. C'est pas parce que son travail est médiocre ou quoi que ce soit. On le reproche pas. Mais lui, à ce moment précis, il se dit, c'est parce que je suis pas assez, c'est parce que j'ai pas fait assez, ou je dois aller apprendre encore parce que j'ai pas assez de diplôme. Donc, c'est le cerveau qui interprète les choses à sa manière à un moment précis. On sait que l'île Maurice est très endettée au niveau des familles. Ça aussi, ça peut devenir un souci? Tout peut devenir un souci si on ne l'accepte pas ou on ne sait pas gérer ses émotions. Parce que, par exemple, si on est endetté, et ça devient une angoisse. On perd son travail. Endetté, plus perte de travail, plus l'insomnie. Donc là, c'est un cercle vicieux. On continue. Il y a l'insomnie. L'insomnie dégénère en dépression. La dépression dégénère et ça continue si ce n'est pas traité à temps. Moi qui dors très peu pour le travail, donc je ne me sens pas déstabilisé. Je suis devant toi. Je suis OK. Tant que la personne ne souffre pas, ce n'est pas un problème. Quand l'insomnie devient un problème, c'est quand on tourne un problème. Quand tu souffres de ça. C'est quand ça devient un problème, il faut que la personne commence à souffrir de cette situation. Quels sont les signes?
qu'il commence à déprimer, il commence à être énervé et irrité, par exemple. Et là, il voit que ça impacte sur sa vie, impacte sur ses relations, impacte sur sa vie professionnelle. Là, c'est un problème. Mais si la personne, il est super happy, il est super correct avec cette façon de faire et cette façon de vivre, donc il n'y a pas de trouble. Mais quelle différence la thérapeute que tu es, parce qu'on sait quand on dort peur, on est irritable. Ouais. Quand ces affaires, on explose. Quelle est la différence avec quelqu'un qui est insomniaque parce qu'elle est stressée, il y a un truc qui tourne dans sa tête depuis des années, elle est en train de rabibocher. Quelle est la différence? Comment toi tu vas dire, C'est le mal-être. C'est Hum, le mal-être au fond. Parce que, par exemple, il y a plein de gens qui sont des grands directeurs, etc., qui dorment 3-4 heures. Ça les convient. ils Leur jouent du corps, golf après. ils jouent du golf, ils vont faire je sais pas quoi, mais ils sont bien. Ils n'ont aucun souci. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si quelqu'un qui dort 3 heures et qui a un problème, il est irritable, il ne se sent pas bien, il est énervé avec tout le monde, lui-même, il ne se sent pas bien avec lui-même sans raison. Là, c'est un problème. Mais si la personne, il est happy et que ce style de vie lui convient, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu fais la préparation, peut-être pour l'angoisse de la retraite? Il y a des personnes qui vont aller à la retraite, certains qui y sont. On ne parle pas du problème qu'il y a dans l'actualité, mais est-ce que tu peux aider quelqu'un qui travaille comme ce directeur, le CEO, lui il va bosser jusqu'à 70 ans, ça c'est sûr, mais les personnes qui, comme si, bon, sont en train d'angoisser parce qu'ils ne vont pas avoir cet argent-là, comment tu l'aides? Alors, il y a déjà cette peur de l'Alzheimer. La peur, quand on va Parkinson, arrêter de travailler, on va perdre la mémoire. Quand on va travailler, on va être diminué. Quand on va arrêter de travailler, il y a toute cette perception que moi en thérapie, donc je casse un peu cette perception parce que c'est une perception. Parce qu'il y a plein de gens à 70 ans qui sont hyper fit, qui jouent au golf, qui font du sport, qui sont à la gym, qui s'occupent pas juste des petits-enfants, il faut du social qui aussi. font du social. Alors ces gens-là, ben, ils sont fit. Alors, il n'y a pas de raison pour ne pas être fit à 70 ans, même à 80 ans. Donc, ce que je fais, moi, en thérapie, c'est de préparer. C'est de préparer à cette retraite. Préparer le mental. De se dire que, voilà, c'est toute une perception dans la tête, de se préparer mentalement et de se dire, la vie ne va pas s'arrêter à la retraite. La vie commence à 60 ans, n'est-ce pas? Exactement. J'aimerais aborder quelque chose d'assez particulier. Tu as un parent qui est on appelle ça fin de vie, les soins Oui, en soins palliatifs. palliatifs. Est-ce que tu pourrais aider quelqu'un qui Ah, ben, a bien se sûr. préparé à trouver cette personne qui Cette souffre paix. demain cette paix, parce qu'elle aura, on en a parlé, je dirais, ce deuil-là après. Là, Oui. c'est la plus dure des deuils, ça. Oui, l'hypnose clinique thérapeutique est aussi faite pour ça, pour accompagner les gens en soins palliatifs, déjà, ça c'est le premier, et aussi accompagner la famille, parce que la famille a besoin de se préparer, parce qu'on sait à n'importe quel moment, on risque de perdre cette personne. La préparation, c'est aussi l'acceptation et aussi de combler le vide avec sa propre force intérieure. Donc là, tu fais quoi? Tu travailles sur garder les bons souvenirs, garder les bonnes choses qu'on a Et il y a passées toute une... ensemble, ne pas trop penser à Yoline souffert, tu bien fait ceci, tu bien fait cela, Ça, bien souffert. Après, il y a la relation humaine aussi qui est là, c'est une rupture. certainement, la préparation, elle est plus pour la personne. On garde aussi des souvenirs, mais c'est comment elle va se projeter sans la personne. On ne peut pas effacer les souvenirs de quelqu'un qui est parti. On doit apprendre à vivre avec les souvenirs. C'est ce que j'aide la personne. Je lui dis pas d'oublier. Je ne minimise pas Pas. sa douleur. La douleur du deuil est tout à fait normale. C'est quelque chose qu'il faut l'accepter. Mais l'accompagnement que je fais en thérapie, c'est plus d'apprendre. Allez, on va apprendre maintenant cette nouvelle vie sans cette personne, comment on fait, comment on se projette, comment on peut toujours avoir des projets à l'avenir, comment on arrive à trouver le sourire, comment on arrive quand même à vivre parce que la vie continue. Mais tu fais ça après, on sait que Maurice, il y a le fameux 40 jours après la mort, 40, tu fais ça après les 40 jours de deuil, les 40 jours, ça, ou bien
dès trois jours, quand la cérémonie finie, mettre l'eau dans la maison, J'attends quelques mois. tu Il attends faut attendre quand même quelques quelques mois. mois. Et la dépression, suite à un deuil, c'est après 1 an. Parce que la norme, normalement, une personne qui fait une dépression après un deuil pendant la première année, c'est tout à fait normal, c'est le process. C'est un process normal. Passer 1 an et que la dépression s'amplifie, là, je le prends en thérapie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la culpabilité encore? C'est la non-acceptation de la situation. Le cerveau, il n'arrive pas à process. Et donc là, il faut accepter. Il y a plusieurs phases dans le deuil. J'allais te poser la question what next, mais tu m'as répondu. Alors, en quelques mots, c'est quoi l'aromathérapie? L'aromathérapie, c'est éveiller les sens à travers les arômes. Et pour calmer, par exemple, moi, je me spécialise principalement pour calmer les troubles. Par exemple, l'insomnie, par exemple, l'angoisse, par exemple, les anxiétés. Il y a aussi les gens qui veulent juste se détendre, l'évasion sensuelle. Donc, Ah, souvent, ça aussi, hein? oui, une évasion sensuelle, ce que c'est que souvent, on n'est pas malade, on est au bord du burn-out, on est hyper fatigué, le corps n'en peut plus, mais on n'est pas arrivé vraiment au burn-out. Là, moi, je préconise une évasion sensorielle et avec l'aromathérapie où on arrive à se détendre, on arrive à se décompresser déjà, mais c'est un moment pour soi. C'est pas quelque chose qui se fait en groupe, c'est pas quelque chose qui peut se faire éventuellement en couple, et encore, mais ça reste toujours quelque chose que de prendre soin de soi. Comment tu expliques je ne vais pas aller rentrer dans le burn-out, les raisons. Comment ça peut calmer quelqu'un qui est au bord du burn-out? Ben, de prendre déjà du temps pour Du temps. soi, apprendre à respirer. La respiration, elle, mine de rien, les gens, ils pensent que c'est un peu un truc mystique de yoga, de méditation, etc. Ils utilisent tous la respiration parce que la respiration, c'est le centre de tout. En respirant, en prenant le temps de respirer et d'écouter son corps, donc c'est déjà un premier pas. Tu m'as parlé, bon, quels sont les senteurs? Bon, on ne va pas donner les secrets. Quels sont les senteurs, disons, pour quelqu'un qui est légèrement angoissé? Qu'est-ce qu'elle peut sentir? On va dire qu'est-ce qu'elle peut prendre. Il y a plusieurs, Il y a plusieurs plusieurs. huiles essentielles qui sont recommandées, sauf que moi, je n'utilise pas ce qui se vend dans le commerce traditionnel. Je les prépare moi-même Donc, parce tu es que aussi pharmacienne, Non, non, je suis puis un peu. aromathérapeute qui fait mes propres mélanges d'huiles essentielles. Donc, si on veut être relax, allez, quelques tips. Si on veut une journée très difficile, j'ai pas envie de voir mon chien, j'ai pas envie de venir dans son bureau, je vais me relaxer, les enfants sont pas là, bonne femme pas là, ou bien c'est tout le contraire. Qu'est-ce que je peux sentir pour être relax? Bah, déjà, la Je coupe la lavande. télévision, je coupe mon portable, je coupe tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je... Après, ça dépend de Ça ce dépend que de la les gens personne. aiment. Mais souvent, moi, j'aime bien tout ce qui est à base de lavande, de patchouli, de vanille. Donc, ça, c'est un peu mes bases. Ça, ce sont des produits un peu plus ou moins connus. Lavande, on en a sur le Tu linge. tu m'as demandé ce que j'utilise. Oui. Mais je ne te donnerai pas la recette, bien évidemment, de ce que moi Et c'est des j'utilise. formules pour des enfants hyperactifs, ceux qui sont à 8 heures Bien du sûr. soir, qui sont là, ils sont en train de courir. Bien Et sûr, c'est qu'est-ce que naturel. C'est hmm? naturel. Après, ça dépend de. Il faut voir la personne avant. Il faut vraiment. Parce que les enfants, c'est un petit peu plus délicat. On ne donne pas n'importe Pas de quoi. pas. Par exemple, tout ce qui est menthe, poivré, etc. On ne donne pas du tout aux enfants. Moi, j'évite, en tout C'est cas. généralement des potions. On donne on prend ça, il va se Mais, calmer. mais moi, je ne traiterai pas un enfant hyperactif par rapport à l'aromathérapie. L'enfant hyperactif, il y a d'autres solutions. Et, Hypnotique? et Hypnotique, là, ça? aussi, pour les enfants, surtout, moi, ce que je fais en hypnose clinique thérapeutique, c'est la focalisation. Ça veut dire un enfant qui n'arrive pas à se concentrer en classe, qui n'arrive pas à focus sur ses études, qui n'arrive pas à réviser. Donc là, en hypnose, on lui apprend à se focaliser. Dernière question, est-ce que tu serais disposée, Martine, d'aller dans les collèges, on parlait d'angoisse, bullying, tout ça, à les aider, ces jeunes-là? Ah, bien évidemment, Gratuitement, enfin, bien ton plan sûr. CSR, on va mettre ça côté CSR. C'est déjà un peu à quoi je réfléchis, à mon retour. Mon souhait,
ce serait de faire un jour de bénévolat ou une demi-journée de bénévolat là où on a besoin de l'accompagnement psychologique thérapeutique. Et pourquoi pas, oui. Si le ministère te contacte, tu dis, bon, voilà, on a des cas, il faut calmer un peu à droite Ah et ben, à avec gauche. plaisir. Le but de faire ce métier, ce n'est pas un business. Le but de faire ce métier, c'est d'aider les gens, c'est d'aller à l'écoute des gens, c'est de vraiment comprendre c'est où se trouve le mal. Et pour moi, la satisfaction personnelle dans ce métier-là, c'est vraiment de voir le résultat. Comme par exemple, là, avant de partir, j'ai déjà 3-4 patients qui sont arrivés à terme de leur séance et que la personne que j'ai vue qui rentrait dans mon cabinet le premier jour et le dernier jour, mais c'est le ciel et la terre. Une personne qui a souffert, par exemple, de plus de 35 ans de dépression, en 4 séances, 5 séances, elle est guérie. Mais tu es magique alors. Non, je ne suis pas magique. C'est la T'es magicienne thérapie. alors. C'est la thérapie qui fait. Par exemple, j'ai quelqu'un qui a une phobie depuis 5 ans, qui a terminé sa session il y a Quelque temps. avant-hier, quelque chose comme ça. Ben, il n'y a plus de phobie. Plus de phobie. Il n'y a pas de trace. On dirait qu'il n'avait jamais eu de phobie. Et pour moi, c'est ça ma plus grande satisfaction, c'est de voir mes patients, comment ils rayonnent aujourd'hui, comment la vie, ils ont repris une liberté. Ma cliente, elle me dit, je vais retrouver une deuxième jeunesse. C'est important pour toi de faire le before et l'after. Ah oui, parce que surtout en thérapie, en hypnose clinique thérapeutique, on a un début et on a une fin. C'est pas que quelqu'un vient en thérapie et il ne sait pas quand ça va finir. Donc pour moi, ça va durer peut-être 3, 4, 5, maximum 6 séances en fonction du trouble. Après ça, il ne doit pas être addict à moi maintenant. Il faut qu'il puisse s'en sortir tout seul. Je lui donne des outils pour qu'il puisse s'en sortir. Par exemple, la vie, elle n'est pas faite tout le temps en rose. Il y aura des ups and downs dans la vie et que quand ces moments-là arrivent, ils savent quoi faire, ils savent comment se reprendre en main, comment rebondir, comment se relever. Parce que l'idée n'est pas de venir chez moi toutes les semaines, parce qu'il faut faire de la place pour les autres. Martine, Ponrex, bon voyage premièrement, parce que Merci. voilà, j'espère pas dans 5 ans. Dans un mois, je serai de retour. Non, nous, on fera Oui, une bien interview sûr. quand tu veux. Quand tu veux.